On pourrait croire que la future reine du Royaume-Uni a accès à un trésor illimité, à tous les diamants imaginables. Mais alors, pourquoi, en plus de 10 ans en tant que membre de la famille royale, le monde ne l'a-t-il vue parée que de 4 tiares différentes? Est-ce de la modestie, un protocole strict ou quelque chose de plus profond? Chacune de ces apparitions n'est pas de simples sorties en public, mais un message méticuleusement calibré. L'une d'elles, très récente, a réduit au silence même les experts les plus aguerris, car la tiare qu'elle a choisie était considérée comme presque perdue, ayant sombré dans l'oubli pendant près de 100 ans. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement décortiquer l'histoire des parures de Kate Middleton. Nous tenterons de comprendre ce qui motive ses choix et quels secrets chacune de ces 4 tiares légendaires recèle. Pour percer le mystère de la première tiare de Kate, il nous faut remonter le temps jusqu'en 1936. C'était une époque troublée pour la Grande-Bretagne et l'Europe entière. Le spectre de la guerre planait, et la monarchie elle-même était sous le joug d'une crise. Le pays se trouvait au seuil de l'abdication du roi Édouard VIII. En cette ère de grands bouleversements, tandis que l'opulence d'antan cédait la place à l'élégance épurée de l'art déco, de nouveaux symboles émergèrent. C'est à cet instant précis que le duc d'York, futur roi George VI, un homme que le destin n'avait pas prédestiné au trône, mais qui en accepta le fardeau, décida d'offrir un cadeau à son épouse, Élisabeth. La commande ne fut pas confiée à de simples joailliers, mais à de véritables architectes du rêve, la maison Cartier. À Paris, on les surnommait, et à juste titre, les joailliers des rois et le roi des joailliers. Cartier fut le premier à dompter le platine, le transformant en de délicates dentelles, presque aériennes, qui supplantèrent l'or et l'argent aux parures trop lourdes. Leur style était inimitable. La pureté des lignes, la précision géométrique et la blancheur éclatante des diamants créaient l'illusion d'une lumière figée. Le duc et la duchesse d'York souhaitaient quelque chose de singulier. Point de couronne ostentatoire, signe de pouvoir brut, mais une parure délicate, soulignant l'image moderne d'une jeune aristocrate. L'idée était de concevoir non pas un diadème, mais plutôt un halo, un anneau de lumière presque impondérable qui n'écraserait pas de sa grandeur, mais encadrerait délicatement le visage. C'était une commande reflétant parfaitement l'esprit de l'époque, un luxe mesuré, une assurance certaine, loin de toute ostentation. Les artisans de Cartier se surpassèrent. Ils conçurent en platine une composition de 16 volutes couronnée d'un diamant central. Toute la surface de la tiare était sertie de 739 diamants de taille classique et de 149 diamants de taille baguette. La lumière, capturée par ces gemmes, ne se contentait pas de se refléter. Elle se fragmentait en 1 millier d'étincelles, créant cet effet de nimbe radieux autour de la tête. C'est ainsi que le bijou fut baptisé, la tiare halo. Initialement, ce fut un présent personnel, gage d'amour et de soutien en des temps incertains. Mais bientôt, l'histoire prit un tournant décisif. Le duc d'York accéda au trône et son épouse devint la reine consort Élisabeth. La tiare, quant à elle, entama un nouveau chapitre de son histoire. En 1944, la reine l'offrit à sa fille aînée, la princesse Élisabeth, pour ses 18 ans. C'est ainsi que cette parure élégante devint un symbole de continuité, passant d'une future reine à l'autre. Pourtant, en 1936, nul n'aurait pu imaginer que cet anneau de lumière serait destiné à jouer un rôle capital lors du mariage royal le plus retentissant du XXIe siècle. Oublions un instant l'histoire et posons notre regard sur la tiare halo avec les yeux d'un joaillier. Si nous la prenions entre nos mains, la première chose qui nous frapperait serait sa légèreté trompeuse. Visuellement, elle paraît presque impondérable, tel un givre délicatement ciselé. Mais au toucher, elle révèle la densité agréable et rassurante du platine, un métal qui, dans les années 30, était le symbole même du progrès. Plus résistant et plus rare que l'or,
Son éclat froid, presque lunaire, permet aux diamants de révéler toute leur pureté sans y adjoindre de teintes chaudes superflues. L'architecture de la tiare est une incarnation virtuose du style Art déco. Ici, aucun élément n'est superflu. La base est une succession de volutes rigoureuses, presque mathématiquement orchestrées, qui, telles des vagues, s'élèvent vers le centre. Les joailliers de quartier ont sciemment renoncé aux motifs floraux et aux arabesques du siècle précédent. Leur création est un hymne à la géométrie et à la pureté des lignes. Chaque courbe, chaque transition d'un élément à l'autre est d'une perfection absolue. Mais la véritable magie opère lorsque la lumière frappe la tiare. Les 888 diamants ne sont pas qu'un chiffre impressionnant. C'est une symphonie de lumière où chaque violon a sa partition. Les 739 pierres de taille ronde classiques sont responsables du jeu scintillant, de cette pluie d'étincelles vives et irisées qui jaillissent au moindre mouvement. Elles créent un éclat vivant et pulsatile. Quant aux 149 diamants baguettes, avec leurs facettes rectangulaires et strictes, ils produisent un effet tout autre, des éclats froids, clairs, presque miroitants. Leur rôle est de souligner la géométrie et de conférer à la structure une élégance rigoureuse. À y regarder de plus près, on peut discerner les détails les plus infimes, attestant d'une maîtrise inégalée. Les pierres sont serties selon la technique du mille-grains, où une minuscule bordure granuleuse orne les bords du métal. Ce procédé dissimule visuellement le platine, créant l'illusion que les diamants flottent dans les airs, unis par de simples fils de lumière invisibles. Ce n'est pas qu'un sertissage, c'est une touche artistique qui élève le bijou au rang d'œuvre d'art. L'ensemble de la composition est pensé pour créer un effet de nimbe ou d'auréole. La tiare ne s'élève pas au-dessus de la tête comme une couronne proclamant le pouvoir. Elle embrasse délicatement la coiffure, créant une lueur douce et diffuse autour du visage de sa propriétaire. Ce bijou ne domine pas, il souligne. C'était là le génial dessein de Cartier et de son premier commanditaire. Forger un symbole non pas tant de puissance que de grâce et de lumière. Si cette tiare pouvait émettre un son, ce ne serait pas un tintement retentissant, mais un léger murmure cristallin, semblable au bruissement de l'eau qui gèle. Elle ne crie pas sa valeur, elle chuchote un goût irréprochable. Elle renferme le principal paradoxe des grandes parures, une opulence éclatante exprimée avec la plus grande retenue. Ce n'était pas un simple ornement, c'était un étalon d'élégance né d'une époque troublée et destinée à l'éternité. Le 29 avril 2011, le monde, retenant son souffle, attendait devant les écrans. Ce n'était pas un simple mariage, c'était un événement qui promettait d'être le conte de fées majeur du nouveau siècle. Des milliards de regards étaient rivés sur les portes de l'abbaye de Westminster, impatients de voir la mariée. Quelle serait la robe? À quoi ressemblerait-elle? Et bien sûr, la question primordiale pour tous les connaisseurs, quelle tiare choisirait-elle pour son premier pas dans la famille royale? Et voilà qu'un Rolls-Royce vintage s'arrête devant l'abbaye. La portière s'ouvre, et l'espace d'un instant, tout s'arrête. Kate Middleton apparaît, et le monde ne découvre pas seulement une mariée, mais une image aboutie, impeccable. La robe d'Alexander McQueen, instantanément devenue un classique, le voile de tulle de soie et en dessous, un éclat délicat, presque modeste. C'était la tiare Halo. Le choix fut génial par sa sobriété. Ce n'était pas un cri revendiquant un nouveau statut, mais une délicate annonce d'un nouveau rôle. La tiare ne dominait pas, elle servait. Elle retenait doucement le voile, encadrait le visage, créant cet effet de nimbe lumineux, tel que son nom l'indiquait. Ce jour-là, le bijou fut l'accord final qui transforma Kate Middleton en Son Altesse Royale, la duchesse de Cambridge. Ce n'était pas qu'un accessoire, mais un symbole d'acceptation. Empruntée à la reine elle-même, la tiare devint un geste muet, mais éloquent, de bénédiction et d'intégration au cœur même de la monarchie.
La réaction fut instantanée et unanime. Les critiques de mode s'extasièrent devant l'élégance et le goût impeccable. Les historiens parlèrent du symbolisme de la continuité, et les spectateurs ordinaires virent dans ce choix un respect des traditions, mais sans pompe excessive. Kate n'a pas tenté d'éclipser l'histoire, elle y a inscrit un nouveau chapitre. La tiare Hilo, conservée pendant des décennies dans le trésor royal et n'apparaissant en public qu'occasionnellement, a acquis une renommée mondiale en un instant. À partir de ce moment, le bijou est devenu indissociablement lié à l'image de Kate. Les clichés où elle avance vers l'autel, où elle se tient sur le balcon de Buckingham Palace aux côtés du prince William, sur toutes ces images, la tiare Hilo joue son rôle discret mais essentiel. Ce jour-là, elle a cessé d'être un simple artefact historique de la collection d'Élisabeth II. Elle est devenue un symbole d'espoir, d'amour et d'un conte de fées devenu réalité sous les yeux du monde entier, entrant à jamais dans l'histoire comme la tiare de mariage de la future reine. Après le triomphe nuptial, la tiare Hilo s'est comme retirée dans l'ombre. 2 ans s'écoulèrent avant que Kate n'apparaisse de nouveau en public parée d'un diadème. Pour sa première sortie officielle lors d'une réception diplomatique, elle opta pour l'élégante tiare fleur de lotus, un ornement affectionné par la princesse Margaret. Ce fut un choix beau, mais prudent, une sorte d'essai. Le monde attendait de voir quel joyau deviendrait sa marque de fabrique, son véritable emblème. Et l'attente en valait la peine. En décembre 2015, lors d'une nouvelle réception diplomatique, la duchesse de Cambridge fit un choix qui fit couler beaucoup d'encre. Elle porta la tiare nœud d'amour. Ce n'était pas qu'une apparition avec un nouveau bijou, c'était une déclaration. Car la tiare nœud d'amour était indissociablement liée à l'image de sa belle-mère défunte, la princesse Diana. Dès l'instant où Kate l'arbora, un dialogue muet s'engagea entre 2 princesses de Galles, séparées par le temps. Le choix de ce joyau fut un geste d'un tact incroyable et d'un profond respect. Kate ne se contentait pas de porter une parure, elle s'appropriait une part de l'héritage de Diana, montrant au monde que sa mémoire était vivante et honorée au sein de la famille. La tiare elle-même, créée par la maison Garrard pour la reine Mary en 1914, est l'incarnation du romantisme. 19 perles en forme de gouttes, suspendues à des arches de diamants formant des nœuds d'amour, se balancent à chaque mouvement, donnant l'impression d'un bijou vivant et respirant. Ces larmes cristallines de perles entre les mains de Diana devinrent le symbole de son destin complexe, empli d'amour et de souffrance. Entre les mains de Kate, elles prirent une nouvelle signification, celle d'une confiance tranquille et d'une continuité. C'est précisément la tiare nœud d'amour qui devint pour Kate ce que la Halo n'était pas devenue, sa parure maîtresse, emblématique. Elle l'arbora lors des banquets d'État et des réceptions diplomatiques les plus importants, année après année. Ce joyau devint une partie intégrante de son image officielle, son uniforme royal de haut rang. Si lors de son mariage elle était une mariée rejoignant la famille avec la tiare nœud d'amour, elle apparut comme un membre chevronné et sûr de lui de la famille royale, la future reine consort. Chacune de ces apparitions avec cette tiare devenait un sujet de discussion. Les experts comparaient ses tenues à celles de Diana, mais Kate n'a jamais copié. Elle donnait une nouvelle vie à la tiare, l'associant à des robes modernes signées Alexander McQueen ou Jenny Packham. Si pour Diana la tiare faisait partie d'un style audacieux, parfois dramatique des années 80, pour Kate, elle est devenue le symbole d'une élégance éternelle et intemporelle. Elle la porte avec une dignité royale, mais sans froideur distante. Ainsi commença l'âge d'or de la tiare nœud d'amour entre les mains d'une nouvelle icône. D'un symbole du destin tragique d'une princesse, elle s'est transformée en un signe de stabilité et de l'avenir confiant de la monarchie entre les mains d'une autre. C'est cette tiare, et non celle de son mariage, qui est devenue la véritable carte de visite de Kate Middleton
princesse de Galles, montrant au monde comment porter avec dignité non seulement le poids des diamants, mais aussi le fardeau d'une grande histoire. Derrière l'éclat éblouissant des tiares, et particulièrement celui du nœud d'amour, se cache une histoire pleine de sous-entendus et même d'une douleur silencieuse. Et le premier secret réside dans son nom même. Beaucoup l'appellent le nœud d'amour de Cambridge, mais ce n'est pas tout à fait exact. Il s'agit d'un fait avéré. La tiare de Kate et Diana est une copie géniale, créée pour la reine Mary. Quant au destin de la tiare originale nœud d'amour de Cambridge, ayant appartenu à sa grand-mère, la princesse Augusta de Hesse, il est nimbé de mystère. À un certain moment du XXe siècle, elle fut vendue aux enchères chez Christie's et se fondit dans des collections privées. Où se trouve-t-elle à présent? Qui est son propriétaire? C'est l'une de ces énigmes joaillières pour laquelle il n'existe toujours pas de réponse. Mais l'ombre la plus marquante qui plane sur le diadème de la reine Mary est, bien sûr, son association avec la princesse Diana. Pour elle, cette parure symbolisait non seulement son rang royal, mais aussi le poids d'un mariage malheureux. De nombreux témoignages attestent que Diana trouvait le diadème incroyablement lourd et inconfortable. Les perles mobiles émettaient un léger cliquetis à chaque mouvement de tête, et le poids de la structure, disait-on, provoquait chez la princesse de violentes migraines. Ce malaise physique est devenu presque une métaphore de ses souffrances émotionnelles. Aux yeux de millions de personnes, le diadème nœud d'amour, de symbole d'amour éternel, s'est transformé en couronne d'une princesse tragique, un fardeau magnifique mais douloureux. Légende ou réalité, de nombreux courtisans chuchotaient que le diadème portait une aura lourde. Il avait été témoin de trop de larmes et de désillusions entre les murs du palais de Kensington. Lorsque Kate l'a porté pour la première fois, beaucoup se sont demandé si elle ne reprenait pas ce triste flambeau. Pourtant, avec son calme et sa dignité, elle a comme purifié l'histoire du bijou, la recommençant à zéro. Néanmoins, chaque fois que nous la voyons parée de ce diadème, il est impossible de ne pas évoquer celle qui l'a porté avant elle et le drame dont il fut le témoin silencieux. Une autre énigme, bien que moins scandaleuse, est liée à la récente apparition du diadème Roses de Strathmore. La question que tous les experts en joaillerie du monde entier se sont posée était simple. Où avait-il bien pu se cacher pendant près de 100 ans? Ce bijou, offert à la reine-mère dans les années 1920, avait tout simplement disparu de la circulation. Nulle rumeur de vente, ni même de démontage n'avait circulé. La version la plus plausible suggère que le diadème, avec son style floral délicat des années 20, avait été jugé trop fragile et démodé pour les époques ultérieures, plus monumentales. Il avait simplement reposé dans les coffres, attendant son heure et celle qui oserait le ramener à la lumière. Sa longue éclipse est aussi une sorte de mystère, celui des goûts changeants et de la stricte sélection royale. Ainsi, derrière chaque apparition de Kate parée d'un diadème, se cache non seulement l'éclat, mais aussi le murmure de l'histoire. C'est l'énigme de l'original disparu, l'écho de la tragédie personnelle de la princesse Diana et la quasi-centenaire éclipse d'un chef-d'œuvre floral. Ces parures ne sont pas de simples bijoux. Ce sont des gardiennes de secrets qui ne nous sont révélées qu'à de rares occasions, à travers le jeu de la lumière sur les facettes des diamants. Pour le diadème nœud d'amour, la fin d'une époque n'est pas survenue lors d'une vente aux enchères, ni à la suite d'un vol. Elle fut silencieuse, formelle, et par là même d'autant plus dramatique. Après son divorce d'avec le prince Charles, la princesse Diana, selon un protocole strict, dut rendre le bijou à la reine. Ce ne fut pas un simple retour de joaillerie. Ce fut un acte d'adieu à un rôle, à un futur, à ce conte de fées qui s'était mué en tragédie. L'instant où le diadème quitta le coffret de Diana marqua l'achèvement symbolique de tout un chapitre de l'histoire de la monarchie britannique. La couronne, magnifique mais pesante, fut déposée pour toujours. Et après son décès tragique en 1997, le diadème se mua carrément en relique.
Il était trop intimement lié à l'image de Diana, trop imprégné de son histoire et de sa douleur. Il semblait que le porter reviendrait à défier la mémoire de la princesse du peuple. Pendant de longues 18 années, le nœud d'amour fut plongé dans l'ombre. Le bijou, qui avait brillé sur tous les continents, disparut simplement de la vue, précieusement conservé dans les coffres royaux. Ce fut une période d'oubli, où le diadème, de parure vivante, se transforma en pièce de musée que personne n'osait exposer au grand jour. Un destin similaire, bien que moins dramatique, frappa d'autres diadèmes. Le lotus, favori de la princesse Margaret, disparut lui aussi longtemps de la scène après son décès, attendant une nouvelle propriétaire qui apprécierait sa géométrie raffinée. Mais c'est le diadème Roses de Strathmore qui demeura le plus longtemps dans l'ombre. Après avoir été porté par la jeune Elizabeth Bowes-Lyon dans les années 20, le bijou disparut pendant près d'un siècle. Son design floral délicat, presque juvénile, fut probablement jugé trop fragile et peu adapté au statut de reine consort. Il s'endormit simplement dans son écrin de velours, traversant ainsi toute une époque. Ainsi, pour chacune de ces parures, la fin d'une époque est arrivée. Ce ne fut pas un dénouement bruyant, marqué par le marteau d'un commissaire-priseur, mais un long et discret silence. Ces joyaux, créés pour briller, sont restés dans l'obscurité, conservant dans l'éclat de leurs facettes le souvenir de ceux qui les avaient portés à leur heure de gloire. Le monde retint son souffle, ignorant si ces chefs-d'œuvre reverraient un jour les feux de la rampe. Décembre 2015. Réception diplomatique annuelle au palais de Buckingham. Les premières photographies, prises à travers la vitre d'une voiture, firent exploser Internet. Connaisseurs et admirateurs du monde entier scrutaient les clichés flous, n'en croyant pas leurs yeux. Et lorsque les images officielles parurent, il n'y eut plus aucun doute. Après 18 ans de silence, le diadème nœud d'amour était de retour. Et ce fut l'apogée. Sa seconde naissance entre les mains de Kate Middleton fut un triomphe. Le bijou, devenu presque un synonyme de la destinée tragique de Diana, y trouva une interprétation totalement nouvelle. Si sur la princesse de Galles, il avait l'allure d'un fardeau magnifique mais douloureux, sur la duchesse de Cambridge, il irradiait une lumière sereine et assurée. Une transformation étonnante s'opéra. De symbole de drame personnel, le diadème se mua en emblème de l'inamovibilité de la dynastie et du respect du passé. Kate ne tenta pas d'éclipser la mémoire de sa belle-mère, elle assuma son héritage avec dignité, lui insufflant une vie nouvelle. Mais alors que l'on pensait que la principale sensation joaillière avait déjà eu lieu et que le rôle de Kate en tant que gardienne de l'héritage de Diana était défini, elle fit un coup que personne n'attendait. Novembre 2023, banquet d'État en l'honneur du président de la Corée du Sud. La princesse de Galles apparut parée d'un diadème qui n'avait pas été vu en public depuis près d'un siècle. Le diadème Roses de Strathmore. Ce ne fut pas un simple retour, ce fut une résurrection. L'apparition de ce chef-d'œuvre floral, considéré presque comme un mythe, une relique de l'ère du jazz, fut un événement marquant. Ce n'était plus un simple geste de respect envers Diana. C'était une déclaration de son propre statut. Kate montra qu'elle ne se limiterait pas aux bijoux les plus célèbres. Elle, la future reine, qui explore la trésorerie, plonge dans ses recoins les plus profonds et oubliés et redonne vie à des pans entiers de l'histoire. Elle établit un lien direct non pas avec un passé récent, mais avec l'héritage de la légendaire reine-mère, un autre symbole de la résilience et de la longévité de la monarchie. Chacun de ses retours sur scène a multiplié la valeur de ces diadèmes. Désormais, leur coût ne se mesure plus seulement en carats et en pureté des pierres. À leur provenance historique s'est ajouté un nouveau chapitre inestimable, celui de la future reine du Royaume-Uni qui les a ramenés de l'ombre. Leur seconde naissance entre les mains de Kate Middleton les a transformés de reliques du passé en symboles vivants et éclatants de l'avenir de la monarchie britannique.
Où ces trésors sont-ils conservés lorsque la princesse de Galles ne les arbore pas? Contrairement à de nombreux joyaux légendaires vendus aux enchères et définitivement logés dans les salles silencieuses des musées, le destin de ces diadèmes est tout autre. Ils sont là où ils doivent être, au cœur même de la monarchie britannique, dans sa trésorerie. Faisant formellement partie de la collection royale, ils n'appartiennent à personne en particulier, pas même au monarque. Ils sont en fiducie pour ses successeurs et la nation. Leur demeure, les coffres-forts du palais de Buckingham, où ils reposent aux côtés d'autres reliques dynastiques en attendant le prochain événement d'État. Cela signifie que leur statut a changé à jamais. Le diadème Halo n'est plus un simple accessoire de mariée, mais un artefact historique, immortalisé sur des milliards de photographies et inscrit dans les annales du XXIe siècle. Le nœud d'amour n'est pas seulement un diadème, mais un témoin silencieux de deux époques, de deux princesses de Galles, dont les destins ont tant ému le monde. Chacune de leurs apparitions publiques n'est pas une simple sortie mondaine, mais un acte d'importance étatique, un message soigneusement élaboré de continuité, de stabilité et de profond respect de l'histoire. Tenter d'évaluer leur valeur monétaire est une entreprise quasi absurde. Ces parures sont inestimables, et ce n'est pas qu'une jolie formule. Bien sûr, on pourrait calculer la valeur marchande du platine, des centaines de diamants de taille ancienne et des perles parfaitement assorties. On pourrait ajouter à cette somme la prime pour le sceau des plus grandes maisons de joaillerie, Cartier et Garard. Mais tout cela ne serait qu'une infime fraction, l'ombre de leur réelle valeur. Leur véritable coût réside dans l'immatériel, dans leur provenance. L'histoire du diadème Halo, ayant traversé le chemin d'un cadeau d'un futur roi à son épouse pour devenir le diadème nuptial d'une future reine, est unique et irremplaçable. Quant à l'histoire du nœud d'amour, lié au nom de la reine Mary, de la reine Élisabeth II, de la princesse Diana et maintenant de la princesse Catherine, c'est un arbre généalogique pavé de diamants. Nulle vente aux enchères au monde ne pourrait évaluer ce poids d'histoire, d'amour et de drame. C'est pourquoi ils n'apparaîtront jamais dans les catalogues de Christie's ou de Sotheby's. Ils sont une partie inaliénable et éclatante de l'héritage britannique. Ainsi, nous revenons à la question initiale. Pourquoi, en tant d'années, la future reine du Royaume-Uni n'a-t-elle porté que 4 diadèmes? La réponse est désormais évidente. Ce n'est ni de la modestie, ni une restriction protocolaire. C'est de la diplomatie joaillière de très haut niveau, où chaque apparition est une parole soigneusement pesée dans un dialogue silencieux avec l'histoire. Le choix de Kate Middleton n'a jamais été un hasard, car elle ne porte pas de simples parures. Elle porte des messages. Le diadème Halo, le jour de son mariage, fut sa première parole, un mot de respect. Elle ne clamait pas son nouveau statut, mais s'inscrivait délicatement dans l'histoire séculaire de la dynastie, acceptant la bénédiction de la reine. Ce fut un début parfait, démontrant sa compréhension des subtilités de son nouveau rôle. Le nœud d'amour est devenu sa déclaration majeure. En portant ce diadème, indissociablement lié à l'image tragique de Diana, Kate a posé l'acte le plus audacieux et le plus important. Elle n'a pas craint les comparaisons. Elle a accepté ce lourd héritage et par son calme et sa dignité, lui a donné une nouvelle lecture, non pas celle du drame, mais de la force, de la continuité et de la mémoire éternelle. Mais c'est bien l'apparition du diadème Roses de Strathmore, resté dans l'oubli pendant près de 100 ans, qui fut sa véritable affirmation de soi. Ce fut le geste non seulement d'une princesse, mais d'une future reine consort, historienne et gardienne. Elle a montré que son lien avec la trésorerie est bien plus profond que la simple marche dans les pas de ses prédécesseuses. Elle est capable de retrouver et de ramener à la vie des chefs-d'œuvre oubliés, tissant de nouveaux fils inattendus dans l'histoire de la monarchie. En fin de compte, chacun de ces 4 diadèmes n'est pas un simple ornement. C'est un miroir.
Dans leurs facettes se sont reflétées la modestie de la mariée, la dignité de la duchesse et enfin la sagesse de la future reine. Ils sont l'incarnation physique de grandes histoires, de destins humains et de l'inamovibilité des traditions. Ces artefacts froids et éclatants prouvent une vérité simple. Les véritables chefs-d'œuvre ne se contentent pas d'embellir l'histoire. Ils l'écrivent, et l'histoire que la princesse de Galles est en train d'écrire sous nos yeux promet d'être aussi grandiose que l'éclat de ses diamants.